C'était une de ces nuits froides de Paris, où le vent vous transperçait la peau comme des lames tranchantes. Je rentrais chez moi après une fête avec des amis d'université, essayant de me réchauffer avec le manteau qui semblait insuffisant pour la rigueur de cet hiver. J'ai marché dans les rues presque désertes, pensant au contrôle de calcul que j'avais la semaine prochaine et au fait que j'aurais dû étudier davantage au lieu de sortir pour me distraire. Les lampadaires créaient de longues ombres déformées sur le trottoir, et le bruit de mes pas était le seul bruit qui interrompait le silence du petit matin. Soudain, j'ai entendu une voix agressive derrière moi. « Et, vous êtes là! Arrêtez maintenant !» a crié l'un des policiers que je ne voyais toujours pas clairement. Je me suis retourné et j'ai vu deux hommes blancs en uniforme de police s'approcher rapidement. L'un d'eux, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Laurent, avait un air de dédain qui me glaça intérieurement. L'autre, Didier, semblait plus retenu, mais toujours hostile. « Bonsoir, messieurs. Y a-t-il un problème ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. Mais avant que je puisse dire autre chose, Laurent m'a poussé brutalement contre le mur. « Tais-toi, délinquant. Que fais-tu ici à cette heure ?» aboya-t-il. J'étais confus et effrayé. « Je rentre juste à la maison. Je suis étudiant en ingénierie, j'habite à proximité, » répondis-je en désignant mon appartement. Mais mes paroles ne firent qu'attiser encore davantage la colère de Laurent. « Étudiant, hein? Et tu crois qu'on va le croire? Je parie que tu faisais quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Vendre de la drogue peut-être ?» m'a-t-il dit en me fouillant agressivement. Didier a regardé, mais n'a rien fait pour arrêter la violence. « Non, monsieur. Je n'ai rien fait de mal, » ai-je protesté, mais ma voix a tremblé. Laurent eut un rire froid et dédaigneux. « Bien sûr, bien sûr. Vous dites toujours ça. » Alors que Laurent continuait à m'attaquer verbalement et physiquement, j'ai ressenti un goût amer de sang dans la bouche. La situation semblait surréaliste, comme si j'étais piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. C'est alors que j'ai entendu une voix faible mais ferme venant d'une fenêtre au-dessus de nous. « Ah! Que fais-tu avec ce garçon ?» dit une femme âgée, dont j'ai découvert plus tard qu'elle était Madame Dupont. Elle avait son téléphone portable à la main, enregistrant clairement la scène. « Rentrez à l'intérieur, vieille femme. Cela ne vous regarde pas, » cria Didier, mais Madame Dupont ne se laissa pas intimider. « C'est un abus de pouvoir. J'enregistre tout et je vais vous dénoncer, » a-t-elle rétorqué. Malgré ces menaces, la police ne s'est pas arrêtée. Laurent m'a frappé au ventre, me faisant plier de douleur. « Voyons si tu peux survivre une nuit au poste de police, clochard, » a-t-il dit en me menottant. Tout semblait bouger au ralenti. Moi, un jeune homme noir de 22 ans, étudiant en ingénierie, j'ai été brutalement agressé et détenu sans raison apparente. La douleur physique était intense, mais l'humiliation et l'impuissance étaient encore pires. Madame Dupont a continué à enregistrer, sa voix de protestation se mêlant au bruit de violence, mais j'ai senti que personne ne pouvait m'aider à ce moment-là. J'étais seul, à la merci de deux hommes qui abusaient du pouvoir dont ils disposaient. Alors que j'étais emmené dans la voiture de police, le visage de Madame Dupont a disparu de ma vue, mais l'espoir que son enregistrement puisse faire une différence a commencé à germer dans mon cœur. L'injustice de cette nuit m'a profondément marqué et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je me suis réveillé avec une douleur intense au côté gauche de mon visage. Ma vision était floue et alors que j'essayais de bouger, j'ai senti les menottes se resserrer autour de mes poignets. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans une cellule. La froideur du sol en béton contrastait avec la chaleur suffocante de mon corps, encore secoué par l'attaque. L'odeur de moisissure et de désinfectant était écœurante. Mes pensées étaient confuses et je ne me souvenais que des coups et des insultes des policiers Laurent et Didier. « Et, tu ne peux pas me faire ça !» J'ai essayé de crier, mais ma voix était faible et rauque. Un policier, différent des deux qui m'ont amené ici, m'a regardé avec dédain. « Tais-toi, délinquant. Tu as résisté à l'arrestation, il vaut mieux se taire, » a-t-il répondu, avant de quitter mon champ de vision, me laissant à nouveau seul. Le temps semblait s'écouler et la douleur était ma seule compagnie. À chaque minute qui passait, mon esprit se tournait vers ma mère, Fatou. Elle devait être désespérée, n'ayant pas eu de mes nouvelles depuis la nuit précédente. Je l'imaginais à la maison, faisant les 100 pas, essayant de m'appeler, sans réponse. Elle m'a toujours dit de lui faire savoir si j'allais être en retard. Mais maintenant, je ne pouvais même plus faire ça. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville,
Fatou commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle a passé toute la matinée à essayer de me contacter, mais mon téléphone portable est allé directement sur la messagerie vocale. Désespérée, elle a décidé de se rendre chez moi. Il a frappé à la porte à plusieurs reprises, mais il n'y a eu aucune réponse. Il a décroché le téléphone et a commencé à appeler mes amis un par un. L'angoisse dans sa voix était palpable. « Jean-Baptiste, as-tu vu Karim ?» a-t-elle demandé, avec une lueur d'espoir. Non, tante Fatou. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la fête. Il n'est pas rentré à la maison ? Répondit Jean-Baptiste, visiblement inquiet. Non, et je ne peux pas lui parler. Je suis très inquiète, dit Fatou, la voix tremblante. Je vais à la police. Pendant ce temps, Madame Dupont, qui avait assisté à toute la scène de l'attentat, était assise dans son petit salon, tenant son téléphone portable d'une main tremblante. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il avait vu. Il a alors décidé de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Le cœur lourd, il a écrit une légende simple mais puissante, injustice flagrante. Cela doit cesser. La vidéo a rapidement commencé à attirer l'attention. Des commentaires d'indignation et de soutien à Karim apparaissaient à chaque seconde. Le visage de Madame Dupont était marqué par l'inquiétude, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Fatou, dès son arrivée au commissariat, a été immédiatement informée que j'étais en état d'arrestation. La nouvelle la frappa comme un coup dur. Elle a demandé à parler à un responsable, mais a été accueillie par des regards froids et des réponses évasives. Mon fils est étudiant en ingénierie. Ce n'est pas un criminel. S'est-elle exclamée, les larmes aux yeux. Madame, il a résisté à son arrestation. Tu ferais mieux d'attendre ici, a répondu un policier, sans montrer la moindre empathie. Pendant ce temps, dans la cellule, j'essayais de rester calme. Je savais que ma mère ferait n'importe quoi pour me retrouver. La douleur et la peur étaient intenses, mais l'espoir était mon seul point d'ancrage. Après des heures interminables, j'entendis enfin des pas approcher. Laurent et Didier sont apparus à la porte, des sourires arrogants aux lèvres. « Eh bien, on dirait que ta maman est là, » dit Laurent d'un ton moqueur. « Mais ne vous inquiétez pas, nous nous sommes déjà occupés de votre cas. » Ils sont repartis en riant, me laissant avec un sentiment d'impuissance et une colère grandissante. Mais à l'extérieur, la vérité commençait à se répandre. La vidéo de Madame Dupont est devenue virale, déclenchant une vague d'indignation du public. La population réclamait justice et la pression sur la police s'accentuait. Ma mère, après des heures d'attente, a finalement réussi à parler à un avocat. Ensemble, ils ont commencé à élaborer un plan pour me sortir de là. La mobilisation sur les réseaux sociaux a continué de croître et la vérité sur l'agression s'est renforcée. La solidarité populaire m'a redonné espoir, même au sein de cette cellule froide et oppressante. Je savais que le combat ne faisait que commencer. Mais avec le soutien de ma mère, d'amis et d'étrangers soucieux de la justice, j'avais l'impression de ne pas être seul. Cette injustice ne restera pas impunie. Il me fallait juste résister encore un peu, jusqu'à ce que la vérité prévale. Je me suis réveillé avec la lumière qui pénétrait par la petite fenêtre de la cellule. Mon corps me faisait mal et le froid du sol en béton faisait protester tous mes muscles. J'avais du mal à croire que tout cela se passait. 2 jours plus tôt, j'étais juste un étudiant en ingénierie, rentrant chez moi après une fête. Il a maintenant été injustement arrêté, accusé d'avoir résisté à son arrestation. La vidéo que Madame Dupont avait diffusée sur les réseaux sociaux était déjà devenue virale et la situation prenait des proportions gigantesques. La presse commença à couvrir l'affaire et les manifestations dans les rues de Paris devinrent de plus en plus grandes. Le mouvement des militants des droits de l'homme s'est intensifié, exigeant ma libération et la punition des policiers Laurent et Didier. Cependant, à l'intérieur de la cellule, je n'avais aucune idée de l'ampleur que prenait tout ce qui s'y trouvait. Le son des cris et des chants des manifestants me parvenait étouffé, mais c'était quand même réconfortant de savoir que je n'étais pas seul. Soudain, la porte de la cellule s'est ouverte avec fracas. C'était un officier supérieur, accompagné de Laurent et Didier. L'expression des visages des 2 policiers était complètement différente de celle du jour de l'attaque. Ils semblaient nerveux, presque terrifiés. « Karim, tu es libre de partir », dit l'officier d'une voix ferme mais non sans une pointe de compassion. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ?» ai-je demandé, toujours incrédule. « Tu ne sais pas ?»
a-t-il répondu. La vidéo de Madame Dupont est devenue virale. La presse couvre l'affaire et les protestations se renforcent. L'intérieur nous a convoqués pour faire une déclaration. La pression est énorme. J'ai quitté la cellule dans un silence stupéfait, le cœur battant. Laurent et Didier me suivaient des yeux, mais ils n'osaient pas dire un mot. Devant le commissariat, ma mère, Fatou, m'attendait à bras ouverts, les larmes coulant sur son visage. Elle m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti le poids de ses jours commencer à s'alléger. « Je suis tellement contente que tu vas bien, mon fils, dit-elle entre deux sanglots. Il faut rentrer à la maison maintenant. Jean-Baptiste nous attend. » Jean-Baptiste était un vieil ami, quelqu'un en qui je savais que je pouvais avoir confiance. Nous sommes arrivés chez lui, un petit appartement cosy au centre de Paris. Il nous accueillit d'un air inquiet. « Karim, CAVA? As-tu besoin de quelque chose » a-t-il demandé, la voix pleine d'inquiétude. « Je vais bien, Jean. J'ai juste besoin d'un peu de paix, » répondis-je, sentant la fatigue m'envahir. « Merci de m'avoir reçu. » Les jours suivants furent un mélange de soulagement et de peur. La nouvelle de ma libération s'est rapidement répandue et les protestations n'ont pas cessé. La pression sur Laurent et Didier augmentait et on savait qu'il était convoqué pour faire des déclarations aux affaires intérieures. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, ai-je avoué à Jean-Baptiste un soir, alors que nous étions assis dans son petit salon. C'est comme si tous mes rêves avaient été détruits. Tu es plus fort que tu ne le penses, Karim, répondit-il en posant une main réconfortante sur mon épaule. Et vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous avec vous dans ce combat. Au fil des jours, j'ai commencé à ressentir une petite lueur d'espoir. La pression publique a été immense et les militants des droits de l'homme n'ont pas laissé l'affaire rester indifférente. Nous recevions constamment des nouvelles selon lesquelles les affaires internes progressaient dans l'enquête et que d'autres plaintes pour abus et fautes contre Laurent et Didier émergeaient. Finalement, un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, nous avons reçu la nouvelle que nous attendions. Laurent et Didier avaient été suspendus de leurs fonctions et un procès était prévu. Ce n'est que le début, a déclaré ma mère avec un sourire déterminé sur le visage. Nous nous battrons pour la justice, Karim. Nous ne laisserons pas ces exactions perdurer. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais avec le soutien de ma famille, de mes amis et de toute la communauté, j'étais prêt à me battre. La douleur et le traumatisme étaient toujours présents, mais je commençais à croire qu'ensemble, nous pourrions construire un avenir meilleur. Je me suis réveillé chez Jean-Baptiste ce matin-là avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Le traumatisme de l'attaque et l'injustice que j'ai vécue étaient encore frais dans mon esprit. Jean-Baptiste et ma mère, Fatou, ont contribué à me garder debout, mais je savais que je devais faire quelque chose de plus. Je ne pouvais pas laisser Laurent et Didier s'en sortir. Il était temps de se battre. Alors qu'il était assis à la table de la cuisine, Jean-Baptiste entra avec une tasse de café bien chaud et un air déterminé. « Karim, tu dois prendre position. Le peuple est de ton côté. La vidéo de Madame Dupont est partout, dit-il en posant la tasse devant moi. Je sais, Jean. Mais j'ai peur. Et si rien ne change? Et s'il continue à faire ça à d'autres personnes? Répondis-je, sentant la frustration prendre le dessus. Ma mère, qui était dans la pièce voisine, entendit notre conversation et nous rejoignit. Mon fils, tu es fort. Tu as une voix. Et maintenant plus que jamais, tu dois l'utiliser. Pense aux autres personnes qui peuvent être sauvées si tu parles, a-t-elle dit en me tenant la main avec amour. Ces paroles m'ont profondément touché. C'était exactement ce dont j'avais besoin, un coup de pouce pour sortir de ma zone de confort. J'ai décidé de donner une interview à une grande chaîne de télévision, racontant en détail ce qui s'est passé cette nuit-là. Jean-Baptiste a pris contact avec un journaliste connu, et quelques jours plus tard, j'étais filmé. L'entretien était prévu un après-midi pluvieux. Le studio était éclairé et l'équipe semblait nerveuse, comme si elle connaissait l'importance de ce moment. Le journaliste Thierry m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un regard sympathique. « Karim, nous sommes ici pour entendre ton histoire. Parle avec le cœur, m'a-t-il dit en m'encourageant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à tout raconter. Je revenais d'une fête lorsque j'ai été abordé par deux policiers, Laurent et Didier. Sans aucune raison, ils ont commencé à m'agresser, verbalement et physiquement. J'ai essayé de leur expliquer que j'étais étudiant en ingénierie, mais ils n'ont pas réussi. Je ne voulais pas écouter.
Ils se sont arrêtés lorsqu'ils ont réalisé qu'une dame enregistrait tout depuis la fenêtre. Ai-je rapporté, la voix tremblante d'émotion. Thierry m'a regardé avec empathie et m'a demandé « Que as-tu ressenti à ce moment-là, Karim ?» Je me sentais impuissante, humiliée. C'était comme si ma vie n'avait aucune valeur. Ils m'ont traité comme un délinquant, sans même me donner la chance de parler, répondis-je en sentant les larmes couler sur mon visage. L'entretien a duré près d'1 heure et j'ai raconté chaque détail, depuis l'approche jusqu'au moment où j'ai été conduit au commissariat et mis en cellule. J'ai également parlé du soutien que j'ai reçu de ma mère et de Jean-Baptiste, et du rôle crucial de Madame Dupont dans l'enregistrement et la diffusion de la vidéo. Après l'entretien, j'ai ressenti un soulagement, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Jean-Baptiste et ma mère m'attendaient devant le studio. « Tu as été incroyable, Karim. Je suis sûr que cette interview fera une différence, » dit Jean-Baptiste en me serrant dans ses bras. Ma mère sourit, les larmes aux yeux. « Je suis tellement fier de toi, mon fils. Tu es un exemple de courage. » Pendant ce temps, l'enquête interne sur Laurent et Didier progressait. Il s'est avéré qu'il y avait d'autres plaintes pour abus et fautes professionnelles à leur encontre. Cela n'a fait qu'accroître ma détermination à lutter pour la justice, non seulement pour moi-même, mais aussi pour toutes les victimes qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer. Didier commence à montrer des signes de regret. Il semblait craindre les conséquences de ses actes, tandis que Laurent restait arrogant, croyant qu'il s'en sortirait sans problème. Mais la vérité éclatait et il était impossible d'y échapper. J'ai reçu des invitations à participer à plusieurs émissions télévisées et débats. À chaque nouvelle apparition, de plus en plus de personnes se montraient solidaires de ma cause. J'avais l'impression de faire ce qu'il fallait, que ma voix était enfin entendue. Un jour, alors que j'étais chez moi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Didier. Il avait l'air nerveux et plein de regrets. « Karim, je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne savais pas que les choses allaient se passer comme ça. Je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Didier, il est trop tard pour avoir des regrets. Ce que toi et Laurent avez fait m'a laissé de profondes cicatrices. Mais si tu veux vraiment changer, commence à dire la vérité. Aide à ce que justice soit faite, répondis-je en essayant de rester calme. L'appel a été court, mais il a clairement montré que Didier commençait à ressentir le poids de ses actes. Laurent, en revanche, restait ferme dans son arrogance, estimant que sa position le protégerait. Les jours suivants furent très chargés. La pression du public montait et je savais que je faisais une différence. Le combat était loin d'être terminé, mais chaque pas était une victoire. Et j'étais déterminé à continuer, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont souffert de l'injustice et de la violence policière. Chaque jour, je sentais mes forces se renouveler. La lutte pour la justice a été ardue, mais je n'étais pas seul. Jean-Baptiste, ma mère et toutes les personnes qui soutenaient ma cause étaient à mes côtés. Et cela m'a donné la certitude qu'il était possible de changer le monde, un pas à la fois. L'interview que j'ai accordée à la chaîne de télévision semble avoir allumé une flamme dans la société que je n'aurais jamais imaginé possible. La vague de solidarité et de protestation a commencé à croître de façon exponentielle, comme si un barrage avait été brisé. Les gens sont descendus dans la rue avec des affiches, criaient des slogans et réclamaient justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient subi des abus similaires. C'était un mouvement qui a transcendé mon expérience personnelle et touché une blessure ouverte dans la société. Pendant ce temps, Laurent, le policier le plus agressif du duo, se retrouve de plus en plus isolé. Ses collègues, qui lui tapotaient autrefois le dos, l'évitent désormais. Il a commencé à recevoir des menaces, des notes anonymes et des messages haineux. C'était comme si le monde autour de lui s'effondrait, et l'arrogance dont il avait fait preuve au début commençait à céder la place à une peur palpable. Sa carrière, qu'il croyait consolidée, était désormais menacée, tout comme sa réputation. En revanche, Didier semblait de plus en plus angoissé. La pression des affaires intérieures, les enquêtes et la possibilité d'un procès imminent l'ont plongé dans un état de panique. Il ne pouvait plus cacher le regret et la peur qui le consumaient. Un jour, on sonna à la porte de la maison de Jean-Baptiste, où je me réfugiais. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte, mais la curiosité et le désir de comprendre ses motivations étaient plus forts. « Karim, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, dit-il, la voix tremblante et les yeux larmoyants. Je ne peux plus vivre avec ça.
Je dois demander pardon. Je l'ai invité, ne sachant toujours pas à quoi m'attendre. Nous nous sommes assis dans le salon et il a commencé à parler, versant des larmes et des mots de regret. J'ai eu tort. J'ai été entraîné par la pulsion, par l'ambiance toxique du commissariat, par la pression de Laurent, a avoué Didier. Mais cela ne justifie pas ce que j'ai fait. J'étais un lâche. J'ai menti dans le rapport, je vous ai attaqué sans raison. Et maintenant, je ne peux plus supporter ce poids. Je restais silencieux un moment, absorbant ses paroles. C'était difficile de croire que le même homme qui m'avait attaqué était maintenant là, vulnérable, demandant pardon. Didier, ce que tu as fait a changé ma vie pour toujours. Répondis-je d'une voix ferme mais tremblante. Mais si vous êtes vraiment désolé, la seule chose que je peux vous demander, c'est que vous disiez la vérité aux autorités. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui pourraient encore être victimes de ce système corrompu. Il hocha la tête, toujours en pleurs, et promit de faire ce qui était juste. Le lendemain, Didier se présente au service des affaires intérieures et avoue toute la vérité sur l'attentat et la falsification du rapport. Ses aveux ont été un choc pour beaucoup, mais ils ont apporté un sentiment de soulagement et de justice à moi et à tous ceux qui ont soutenu la cause. En attendant le procès, la suspension de Laurent et Didier a été confirmée et la société a continué de faire pression pour mettre fin aux abus policiers. Le combat était loin d'être terminé, mais chaque pas en avant était une victoire qui nous rapprochait d'un avenir plus juste et plus égalitaire. J'étais assis dans le salon de Jean-Baptiste, essayant de trouver un peu de paix au milieu du chaos où ma vie était devenue, quand j'ai entendu frapper à la porte. Jean-Baptiste alla répondre, et à ma grande surprise, c'était Didier. Il était visiblement hagard, les yeux rouges et gonflés, comme s'il avait passé la nuit à pleurer. Il a demandé à me parler et Jean-Baptiste s'est reculé à contre-cœur, lui permettant d'entrer. « Karim, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler, dit Didier, la voix brisée. » Je le regardais, essayant de contrôler la colère qui bouillonnait en moi. Il avait été l'un des responsables de mes souffrances, et le voir là, si vulnérable, m'a provoqué un mélange d'émotions. « Que veux-tu » ai-je demandé en essayant de rester calme. Didier s'agenouilla sur le sol, les larmes coulant librement sur son visage. J'ai commis une terrible erreur. J'étais faible, j'ai suivi les ordres de Laurent sans poser de questions. Je suis désolé, Karim. Je suis vraiment désolé. Il sanglotait et le désespoir dans sa voix était évident. Je suis vraiment désolé ? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu m'as attaqué, tu as menti sur moi, et maintenant tu veux que je croie tes regrets ? Didier hocha la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Je suis venu ici pour tout avouer. Je dirai la vérité aux autorités. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Jean-Baptiste, jusque-là silencit, intervine. Si tu es vraiment désolé, Didier, va à la police et avoue. Mais sachez que cela n'effacera pas ce que vous avez fait. Didier se lève, toujours en sanglots, et quitte la maison de Jean-Baptiste en promettant de se rendre. Je me sentais un peu soulagé, mais la douleur et la colère étaient toujours là. Jean-Baptiste posa sa main sur mon épaule, m'offrant un soutien silencieux. Quelques jours plus tard, Didier a fait exactement ce qu'il avait promis. Il s'est rendu, avouant toute la vérité sur l'attaque et la falsification du rapport. La nouvelle s'est répandue rapidement et j'ai été convoqué au procès. Au tribunal, l'ambiance était tendue. Laurent, qui était resté arrogant tout au long du processus, était maintenant pâle, avec une expression d'incrédulité sur le visage. Didier se tenait à côté de lui, visiblement abattu mais déterminé à faire ce qui était juste. Au cours du procès, de nouveaux éléments sont apparus révélant l'ampleur des sévices commis par Laurent. Des témoignages d'autres victimes ont été entendus et la vérité a finalement éclaté. Laurent a été condamné à une peine sévère, perdant son emploi et sa liberté. Didier, pour sa coopération et ses aveux, a écopé d'une peine réduite mais néanmoins significative. En quittant la salle d'audience, j'ai ressenti un mélange d'émotions. La justice était là, mais la douleur et le traumatisme étaient toujours là. J'ai décidé que je devais transformer cette douleur en quelque chose de positif. Avec le soutien de ma mère et de Jean-Baptiste, j'ai créé une fondation pour venir en aide aux victimes de violences policières. Je voulais m'assurer que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu. Le jour de l'inauguration de la fondation, la communauté s'est rassemblée pour me soutenir. Il y avait des visages familiers et inconnus, tous unis par une cause commune. Ma fière maman était à mes côtés,
et Jean-Baptiste, toujours mon pilier de force, était également présent. Karim, tu as transformé ta douleur en force de changement. Nous sommes tous très fiers de toi, a déclaré ma mère, les larmes aux yeux. Je souris, sentant un poids se détacher de mes épaules. Je ne l'ai pas fait seul. J'ai eu beaucoup d'aide et de soutien. Applaudi par la communauté, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé un but à ma douleur. Laurent et Didier ont fait face aux conséquences de leurs actes, et moi, avec ma dignité restaurée, j'étais prêt à aider les autres à trouver justice et paix.